Alors, une fois que nous avons établi les bases méthodologiques de lecture de ces courbes, eh bien, désormais, il faut passer à la classification des territoires qui vont avec. Et j'emploie ici une formule un petit peu provocatrice, je parle de Boboland, d'élite radicalisée. En fait, l'un des premiers problèmes culturels qui se posent au pays à l'heure actuelle, c'est que nous avons une minorité assez dérisoire dans le corps électoral, 5,86% d'inscrits, qui est en rupture quasiment complète avec le reste du pays à tout point de vue. Déjà par les rapports de force qui se dégagent au regard des courbes précédentes, alors ici très fortement en faveur de la gauche, mais surtout par l'écart qui se présente entre la mouvance politique la plus faible, alors sans compter les divers régionalistes, mais ici l'extrême droite, ou plutôt les extrêmes droites, et la gauche qui obtient une part d'électorat à peu près 4 fois supérieure à la part d'électorat d'extrême droite dans ces territoires. Cela signifie donc que, en l'occurrence, il y a bien une forme de radicalisation, de fermeture de ce type de territoire par rapport au reste du pays, avec des enjeux considérables, car c'est bien dans ces territoires que l'on trouve les administrations qui conduisent les politiques publiques, mais aussi le paysage audiovisuel français. Pour rappel, à Paris, nous avons plus d'1,3 million inscrits, mais il n'y a pas 1,3 million personnes médiatisées. Autrement dit, l'univers médiatique est un microcosme dans le microcosme, un phénomène amplifié de ce qui s'observe déjà là dans des proportions préoccupantes. Toutes les villes-centres ne sont pas cependant gentrifiées sur ce modèle, notamment parisien, et les autres villes-centres, peut-être du fait d'ailleurs de phénomènes de crise, car toutes les villes de France ne sont pas prospères, donnent à voir justement un corps électoral beaucoup plus resserré sur les différentes options. Elles ne sont pas toutes représentées de manière parfaitement équitable, mais les écarts, cette fois-ci, sont plus raisonnables, c'est moins l'écartèlement que l'on pouvait observer précédemment. Le pivot de la vie politique se situe dans cette partie-là du graphique. C'est l'ensemble des préfectures rurales, sous-préfectures, pôles ruraux. C'est la France des villes moyennes. Ce nœud central correspond à un petit peu plus de 30% des inscrits, mais une observation plus fine permet d'identifier très nettement une version protestataire d'une part, une version entre guillemets légitimiste d'autre part. Dans le cas de la version protestataire, un croisement s'observe entre le 5e et le 4e décile. C'est à ce niveau-là que les votes protestataires majoritaires d'extrême droite dans le 6e décile passent sous les votes protestataires de gauche dans le 4e décile. Nous avons là une inversion. En revanche, dans tous les déciles concernés, les votes du centre et de droite sont globalement faibles. A l'inverse, dans la version légitimiste de ces villes moyennes, nous voyons au contraire des votes pour le centre et les droites nettement supérieurs aux autres. Autrement dit, l'ensemble formé par ces communes qui se répartissent du 4e au 6e décile, ce sont ce qu'on appelle en géographie parfois des zones de broyage, c'est-à-dire qu'entre deux pôles dominants avec une forte influence, que cette influence soit militaire par exemple pour l'usage classique du terme zone de broyage, ou que ces rapports de force soient culturels, nous avons là des territoires de fracture, d'opposition frontale et de relatif équilibre. Nous avons ensuite des minorités qui s'opposent. D'ailleurs, on peut se demander si cela ne correspond pas aux gagnants et aux perdants de la mondialisation. D'un côté, les banlieues chics, qui représentent environ 5,6% des inscrits, où les centres et droites sont nettement majoritaires, de suite suivis par la gauche, etc. Donc c'est la partie plus participative, plus satisfaite de la vie politique, et peut-être d'ailleurs plus généralement de la vie tout court, qui participe plus. À l'opposé, dans les 10e, 9e, 8e et 7e déciles, nous avons des communes de déprise rurale, vraisemblablement, qui représentent 12,8% des inscrits et qui se démarquent premièrement par un vote d'extrême droite supérieur à celui de toutes les autres mouvances, sauf dans le dernier décile où, cette fois-ci, le vote régionaliste passe parfois au premier plan. Autrement dit, du côté protestataire, ce sont aussi des votes alternatifs qui émergent. Mais le cœur du graphique et du problème se situe là. Il a été bien formulé par François Ruffin, à nous de réunir la France des bourgs et la France des tours. Et bien si l'on en veut une représentation, celle-ci est, je crois, assez parlante. Donc la France des tours, c'est une France très abstentionniste, qui vote massivement à gauche, où les écarts sont très prononcés, autant que dans le premier décile, côté participatif, avec les villes-centres qui sont en pointe dans les dynamiques de métropolisation. Cette France des tours correspond à 14,47% des inscrits, et la France des bourgs, de son côté, s'oppose en tout point, qu'il s'agisse de la participation ou des préférences électorales.
cette préférence allant ici principalement vers l'extrême droite, mais nous pouvons constater aussi que l'option légitimiste du centre et des droites de gouvernement, ou autrefois de gouvernement, parce que ça a quand même bien changé, cette option-là est très bien représentée aussi dans cette France des bourgs. Ça, c'est ce qui n'apparaît pas dans les cartes lorsqu'on ne fait apparaître que le premier arrivé dans les territoires. Cette formule de François Ruffin, je l'ai faite apparaître car je la trouve assez pertinente, mais aussi parce qu'elle me rappelle très fortement la formule employée par Ségolène Royal il y a 17 ans de ça. Au fond, dans l'un comme dans l'autre cas, si la formule est bonne, un appel à réconciliation, à trouver des solutions, c'est toujours bon à prendre, cet appel apparaît surtout incantatoire. La gauche n'est-elle pas plus dans l'incantation que dans la gestion responsable de ces problématiques-là? C'est sans doute un reproche qui lui est fait assez souvent. Si l'on parle justement de républicanisme, il faut avoir présent à l'esprit que quelques jours après l'appel de François Ruffin, une semaine jour pour jour, avaient lieu les fêtes du 14 juillet, s'il y a bien une fête républicaine, c'est celle-ci. Or, dans la France des bourgs et dans la France des tours, cette fête n'est pas du tout célébrée de la même manière, et la France des bourgs constate depuis 35 ans maintenant que dans la France des tours, il est devenu rituel de brûler des voitures et maintenant aussi d'attaquer des commissariats et des institutions républicaines. Tant que cette gauche incantatoire ne prendra pas la mesure de ce problème, je doute qu'une réconciliation soit possible. En 2007, il y avait sans doute déjà une fracture. Cette fracture est désormais une fracture ouverte. Quelques jours après étaient lancés les JO de Paris. On pourrait considérer que c'est une étape dans la réconciliation si l'on observe les médias justement qui semblent avoir oublié pour l'essentiel les divisions de la période électorale. Pour ma part, je suis beaucoup plus sceptique. Je garde en tête cette analyse livrée par Hippolyte Taine concernant le 14 juillet 1790, censé également réconcilier les Français au terme d'une grande fête. Je vous laisse découvrir l'argumentaire d'Hippolyte Taine en mettant en mode pause si vous le souhaitez. Dans le cas de la fête de 2024, si les athlètes peuvent être consensuels, la cérémonie d'ouverture, elle, a été fortement polémique et a plutôt alimenté les divisions, a plutôt jeté de l'huile sur le feu. Mais ça, c'est l'une des questions que nous aborderons un petit peu plus tard pour trancher le problème qui a été posé au départ. Alors, en matière de mouvance extrémisme, mais surtout de mouvance républicaine ou anti-républicaine, quand on observe les territoires selon la participation, il apparaît qu'en fait, plus ou moins toutes les mouvances, enfin surtout de gauche et d'extrême droite, sont traversées par un clivage républicain d'une part, anti-républicain de l'autre. Est-ce que les centrées droites sont par définition vaccinées contre l'anti-républicanisme? Si l'on considère les données électorales de 2024, on peut être tenté de le croire. Néanmoins, connaissant un peu la vie politique française par ailleurs, on peut s'interroger aussi sur un risque technocratique qui peut menacer ces mouvances-là. Je tiens, dans ce remerciement final, à adresser un clin d'œil à l'ouvrage de Jérôme Fourquet, L'archipel français, car les personnes ayant déjà lu ce livre doivent avoir reconnu cette France qu'il décrit à l'aide de sources différentes, mais finalement, globalement, plutôt convergentes. C'est justement ce que nous verrons dans la vidéo suivante. Merci.